enregistré. C'est bon. Donc, je disais, on va revoir cette partie concernant l'influence de la température, juste parce qu'il y a des figures qui sont plutôt bien faites par rapport à ce que nous avons vu aux séances précédentes. Alors donc, vous avez l'équation d'Arrhenius, elle est là. Cette équation d'Arrhenius, ça nous donne l'équation qui représente la dépendance de la constante de vitesse par rapport à la température. Donc, c'est K qui est égal, donc ici, vous avez K est égal à un facteur pré-exponentiel qui est A. Dans les séances précédentes, eh bien, nous avons vu K0 au lieu de A, mais ça revient à la même chose, donc ce n'est pas grave. E puissance moins EA sur RT. Alors, EA, c'est l'énergie d'activation, R, la constante des gaz parfaits, et T, c'est la température. Voilà, donc ils sont mentionnés juste en dessous. On va passer à la... Oula, voilà, c'est bien. Voilà. Alors maintenant, nous avons, s'il vous plaît, une figure qui représente la distribution de l'énergie par rapport au nombre d'atomes, bien sûr, en fonction de l'énergie, donc c'est une distribution énergétique, mais à deux températures, T1 et T2. Donc T2, avec T2, c'est supérieur à T1. Si on trace la distribution d'énergie, enfin, distribution d'énergie, comme il est indiqué ici, c'est la fraction des molécules qui possèdent une énergie chimique cinétique donnée. D'accord? Alors, donc ici, c'est une fraction. La fraction, normalement, si on fait l'intégrale de la courbe bleue, par exemple, entre la courbe bleue et l'axe des abscisses, ça nous donnera la fraction 1 parce que toutes les particules seront représentées et donc la fraction sera 1. Et sinon, eh bien, vous avez des fractions qui ont des valeurs plus ou moins centrées sur des valeurs d'énergie. Ici, par exemple, il y a l'énergie ou bien la valeur d'énergie qui a la fraction la plus grande de particules, c'est à ce niveau-là. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez le curseur de la souris. Vous le voyez? Oui. Donc ici, par exemple, mais en tout cas, donc, ce qui nous intéresse dans cette représentation, ce n'est pas la distribution elle-même, mais c'est plutôt cette partie-là. Je vais l'indiquer en... Voilà, c'est cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur cette partie-là? Eh bien, si on fixe sur l'axe des énergies la valeur de l'énergie d'activation de la réaction, donc il est là, à ce point-là, on voit que ou bien je dirais les particules qui ont la chance de donner naissance à la réaction, ou bien qui peuvent réagir, c'est seulement les particules qui ont l'énergie supérieure ou égale à EA. Or, le nombre de particules, ça représente quand même une fraction assez faible. D'accord? Alors, cette fraction, bien, elle augmente avec l'augmentation de la température. Vous avez T2 supérieur à T1 et T2, ça correspond à la courbe rouge. Cette courbe rouge, eh bien, vous voyez que la surface limitée entre la courbe rouge et l'axe des abscisses, normalement, elle est supérieure par rapport à la surface limitée par la courbe bleue avec l'axe des abscisses. Et par conséquent, donc, le nombre à la température T2, eh bien, le nombre de particules possédant une énergie supérieure à l'énergie d'activation est supérieur par rapport au nombre de particules qui ont une énergie supérieure à l'énergie d'activation à la température T1. Donc, ce qui fait que lorsqu'on augmente la température, ça explique en quelque sorte pourquoi en augmentant la température, la vitesse de la réaction augmente aussi. C'est bien. Alors, maintenant, on va passer à une autre représentation.
Voilà. Donc, c'est ce que nous avons vu l'autre jour, si vous voulez. Vous avez, par exemple, deux molécules A2B2. Elles vont former là, donc A2B2, on va les quand même désigner ici. Nous avons A2 et B2. Ces deux molécules, elles vont réagir pour donner la molécule AB. Donc, les réactifs sont A2 plus B2 et le produit, c'est la molécule AB. Donc, A2 plus B2, ça donne 2AB, bien sûr. Alors, si on fait la différence d'énergie entre l'état final, qui est celui-là, donc l'état final de la molécule AB, ou bien 2 fois AB, avec l'état initial, qui est celle des réactifs, eh bien, nous avons tout simplement une grandeur thermodynamique qui est delta de H. D'accord? Puis, nous avons l'énergie, ou bien pour que A2 plus B2 puisse réagir, eh bien, ils doivent obligatoirement, impérativement, passer par un maximum d'énergie. Et ce maximum d'énergie correspond à un complexe Ca, eh bien, ce qu'on appelle le complexe activé. D'accord? Ce complexe activé, une fois qu'il est formé, il aura autant de chances à revenir vers les réactifs ou bien passer à l'état des produits. Donc, deux possibilités, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a la formation du produit à partir des réactifs en passant par ce complexe activé. Et ce complexe activité, c'est un complexe qui entre les molécules A2B2 et puis la molécule AB. Donc, entre l'état où nous avons deux molécules A2 séparées de B2, bien sûr, et la molécule AB. Et cette, je dirais, ce complexe, une fois formé, donc s'il tend, enfin, puisqu'on arrive à l'énergie nécessaire, si vous voulez, pour que les réactifs A2, B2 réagissent, eh bien, on a de la probabilité pour avoir la molécule AB qui représente le produit de la réaction. D'accord? Ici, donc, c'est ce qu'on peut dire. Donc, ici, vous avez bien sûr l'énergie entre le complexe activé et l'état initial qui sont les réactifs. Eh bien, c'est, je dirais, l'énergie d'activation. Mais attention, cette énergie d'activation, supposons que on va dissocier la molécule AB pour redonner A2 et B2. Eh bien, l'énergie d'activation, ça serait celle-là. Donc, du complexe activé jusqu'au niveau correspondant à la molécule AB. Je dis bien si on veut former A2 plus B2 à partir de la molécule AB. Et donc, l'énergie d'activation, eh bien, ça serait la différence, toujours la différence entre le complexe activé et le point de départ. Et la formation de A2 plus B2 à partir de AB, eh bien, le point de départ, c'est la molécule AB. Et donc, l'énergie d'activation sera celle-là, bien sûr. Bon, c'est très bien. Alors, on va passer à la... Voilà, donc ici, c'est ce que nous avons vu. Si vous voulez, nous avons donc, voilà, nous avons donc cette... où est-ce qu'il est? Merci. Donc, nous avons donc la relation d'Arrhenius sur laquelle on va introduire le logarithme. Eh bien, on aura le logarithme de constante de vitesse est égal à moins EA sur RT plus le logarithme népérien de A ou bien de K0 comme on l'avait l'autre jour. C'est pas grave, c'est la même chose. Et la pente, vous voyez que sur des domaines de température qui sont plus ou moins adéquats,
eh bien, on va obtenir une droite, et cette droite, eh bien, la pente de cette droite, c'est moins EA sur R. R est connu, on va déduire l'énergie d'activation de la réaction à partir de cette courbe, bien sûr, si on a plusieurs valeurs de K à différentes températures. Et n'oubliez pas qu'on abscisse ici, eh bien, c'est 1 sur T. Donc, la température, dans le sens direct, c'est une diminution et non pas une augmentation. Bien sûr, T, bien sûr, augmente dans le sens direct. C'est bien. Et ça, c'est une. Je crois qu'il s'agit de données expérimentales concernant la réaction de décomposition de N2O5 pour donner 2 NO2, un demi de O2. Je crois que nous avons déjà vu cette réaction quelque part. C'est bien. Alors, voilà. Ici, c'est un autre exemple où vous avez deux valeurs de K, donc constante de vitesse à deux températures différentes. Ici, il s'agit bien sûr de K1, d'accord, et K2. Alors, nous avons K1 et K2 à la température T1 et la température T2. D'accord? Ben, si nous avons les valeurs de K1 ou bien de K à deux températures différentes, on peut utiliser cette relation, utiliser la relation pour déterminer, enfin, on peut déterminer ce qu'on veut, soit l'énergie d'activation ou bien la température à laquelle l'énergie d'activation ou bien K1 a été mesurée et ainsi de suite. Alors, s'il vous plaît, je fais la même remarque que l'autre jour. Vous avez le logarithme de K1, K2 sur K1 est égal à EA sur R. Eh bien, ici, le premier terme, c'est 1 sur, je vais quand même changer de couleur parce que la couleur de l'encre, voilà, bleu, c'est plus visible. Donc, vous avez ici K1 au dénominateur, eh bien, on commence par 1 sur T1, moins 1 sur T2. Mais attention, si on change je dirais, de signe ici, si on utilise un signe moins, eh bien, ça serait le contraire. 1 sur T2 moins 1 sur T1. En tout cas, il faut avoir une façon, c'est à vous d'inventer une façon d'apprendre la relation correctement pour ne pas avoir de problème lorsqu'on applique la relation avec un signe moins qui n'est pas mis à sa place et ça vous donne des valeurs euh, je dirais, fausses, bien sûr. Voilà, donc c'était un petit rappel. Parce qu'il y a les différentes figures, enfin les deux figures principalement qui représentent bien, je dirais, par rapport à ce que nous avons vu l'autre jour. J'espère que ça vous a aidé à comprendre mieux cet effet de la température sur la vitesse de la réaction. Sinon, maintenant, eh bien, on va passer à cette dernière partie de la cinétique chimique, qui est là. Voilà. Alors, ça, c'est l'application de la relation. Vous avez de température et on trouve la valeur de EA qui est égale à 1 10 puissance 5 joules par mol, ou bien on divise par 1000 pour obtenir des kilojoules, et ça serait donc 100 kilojoules par mol. Donc, des énergies d'activation, une énergie d'activation qui est très, très importante, bien sûr. Maintenant, pour les réactions complexes, bah, je crois que nous avons déjà fait le tour et je vais passer directement aux réactions en chaîne. Alors, ces réactions en chaîne, il y a ce qu'on appelle la chaîne droite, elle est là, et la chaîne ramifiée,
pour la chaîne droite, je vais faire une petite analogie entre l'arbre en olivier et le bozo. هذا الشجره ديال الزيتون مع القصبه. Est-ce que le qswa, ça donne des ramifications? Répondez s'il vous plaît. Non. Bien non. Nous avons une tige, je dirais droite, d'accord, et des feuilles de part et d'autre de sa tige. Et on a ce qu'on appelle, je dirais, une croissance en chaîne droite. Par contre, si on s'intéresse à un olivier, donc à Shajara diyal Zitoun, des ramifications dans tous les sens. D'accord? Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est que ramifié et qu'est-ce que c'est qu'une chaîne droite. Les définitions, ils sont là. Mais je vous le dis tout de suite, dans ce que nous allons voir, on va se limiter à la chaîne droite, parce que la chaîne ramifiée, le traitement mathématique est plus complexe, et donc on va se limiter plutôt à la chaîne droite. Alors, chaîne droite, pour le comprendre, on va entamer la suite pour avoir quelques notions sur une réaction en chaîne, et puis on reviendrait sur cette notion de chaîne droite et chaîne ramifiée. C'est bien. Alors, réaction en chaîne, eh bien, nous avons obligatoirement les trois types de réactions. Nous avons l'initiation, nous avons la propagation et nous avons la terminaison. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? Eh bien, c'est une réaction. Et attention, s'il vous plaît, lorsqu'on vous donne un mécanisme de réaction en chaîne tel que celui-là, eh bien, toutes les étapes, ce sont des réactions élémentaires. Je le répète, puisqu'il s'agit d'un mécanisme, les réactions qu'on vous donne ici sont toutes des réactions élémentaires. Et bien sûr, la réaction élémentaire a un certain nombre de propriétés qu'on peut utiliser, bien sûr, par la suite. Sinon, donc, obligatoirement, on dit qu'on a réaction en chaîne. Si on a une réaction et peut-être plusieurs d'initiation, nous avons une étape ou plusieurs correspondant à la propagation de la chaîne, et puis vous avez ce qu'on appelle réaction de terminaison. Normalement, pour l'initiation et la terminaison, nous avons une seule réaction, mais il se peut qu'on aille plusieurs réactions aussi pour l'initiation et la terminaison. Alors, initiation, pourquoi ce nom? Eh bien, par exemple, vous avez ici un composé I, un initiateur si vous voulez, et ce composé I va se dissocier ou bien va donner plusieurs radicaux R1 par l'action, par exemple, de la lumière, par l'action d'une particule M qui va lui apporter de l'énergie, comme on a vu l'autre jour, ou par irradiation, enfin, une façon pour exciter cette molécule I, ou bien la molécule de l'initiateur I, va être excitée d'une manière ou d'une autre pour donner des radicaux. Alors, donner les radicaux, ça veut dire qu'on va avoir je dirais, la rupture de liaison dans le cas des composés carbonés, c'est soit la liaison CH par exemple, ou bien la liaison oxygène-oxygène par exemple dans les peroxydes. Dans les peroxydes, on fait appel assez souvent au peroxyde parce que la liaison OO dans les peroxydes se dissocie facilement, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un initiateur va recevoir de l'énergie de différentes manières, que ce soit par radiation, bien énergie thermique ou bien énergie cinétique, d'accord, pour se dissocier en radicaux.
Alors, les radicaux sont bien sûr des espèces qui sont très réactives. D'accord? Et supposons que vous avez le premier radical R, le voilà, va réagir avec la molécule B. Eh bien, ce qu'il donne, il va donner la molécule, plutôt la molécule du produit P1, d'accord? Mais attention, elle régénère un autre radical, R2. Donc, si vous voulez, R1 va réagir sur une molécule pour former le produit P1, mais en même temps, on a formation d'un autre radical R2. R2, eh bien, il va réagir, lui, avec la molécule A, d'accord, pour donner P2, mais il régénère R1. Mais attention, R1, il intervient déjà dans le mécanisme, c'est-à-dire il va revenir à son état ici. Si vous voulez, il y a une sorte de cycle de réaction. Vous avez R1 réagit et donne naissance à R2, et R2 réagit pour donner les produits, bien sûr, et puis il redonne R1. Et donc, on continue dans ce cycle, je dirais, qu'on appelle la propagation de la chaîne ici. Nous avons ce cycle de répétition, si vous voulez. Eh bien, le radical, avant d'être éliminé, par exemple, parce que le radical R1 peut être éliminé par la terminaison, d'accord, elle est là, soit en se combinant avec lui-même pour donner R1,2, ou bien il se combine avec R2 pour donner R1, R2, d'accord? Mais sinon, je dirais, avant d'être éliminé par la terminaison, et là, donc, ça sous-entend pourquoi ces dernières étapes, on les a appelées terminaisons, parce qu'elles consomment les radicaux qui interviennent dans la propagation de la chaîne. Donc, je répète, vous avez une initiation pour produire les radicaux, par exemple, des étapes correspondant à la propagation de la chaîne, c'est-à-dire un cycle de réaction qui fait intervenir R1, R2, constatez qu'il y a un R1' qui n'intervient pas dans la réaction. Hein? D'accord? Eh bien, vous avez donc un maillon de la chaîne ou bien propagation de la chaîne, et vous avez la terminaison. La terminaison, c'est l'étape dans laquelle on aura consommation des radicaux qui interviennent dans la propagation de la chaîne. C'est bien. Alors, on va passer à la... Voilà, donc c'est exactement le même schéma que nous avions tout à l'heure. Vous avez l'initiation, la propagation. L'initiation, c'est l'étape 1, la propagation, c'est l'étape 2 et 3, et puis la terminaison, où vous avez deux réactions qui interviennent. C'est bien. Alors, s'il vous plaît, je viens de vous souligner qu'on a la formation d'un radical aussi qui est R1', mais ce radical ne participe pas à la propagation de la chaîne. Et de ce fait, les rayons, plutôt les radicaux qui participent au maillon de la chaîne, ou bien à la propagation de la chaîne, on les appelle radicaux porteurs de chaîne. Donc R1 et R2, puisqu'ils participent à la propagation de la chaîne, eh bien, ils sont appelés radicaux porteurs de chaîne. Donc R1 et R2 sont porteurs de chaîne, alors que R1', eh bien, il ne l'est pas parce qu'il n'intervient pas dans la propagation de la chaîne. C'est bien. Maintenant,
ça, c'est, je dirais, c'est la ramification. Alors, je vais revenir quand même vers l'arrière. Eh bien, vous avez ici, dans cet exemple de réaction en chaîne, eh bien, lorsqu'un radical réagit, elle n'engendre qu'un autre radical, un seul radical. Donc, R1 va engendrer R2 et R2 va engendrer à son tour R1. Il n'y a pas de deux radicaux. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, on dit que la chaîne est linéaire ou bien la chaîne droite. Supposons par exemple que nous avons R1 dans R2, R2 dans R3, R3 dans R4 et R4 dans R1. Et on referme le cycle. Donc, à chaque fois qu'on a la réaction d'un radical et la génération d'un seul radical. Et ainsi de suite. Donc, pour chaque étape de la propagation de la chaîne, on a la régénération, bien la production, que d'un seul radical qui est porteur de la chaîne, bien sûr. Alors, dans le cas où vous avez, par exemple, nous avons R2 avec A, eh bien, ici, cet exemple, nous avons l'initiation et vous avez la propagation. Mais la propagation, la première, R1 avec B, va donner le produit P1 ici. Donc, il va donner le produit P1, ce n'est pas grave. Mais elle a régénéré deux radicaux, R2 plus R3. R1, plutôt R2, va réagir avec A pour donner P2, et R3 va réagir avec, voilà, R3 va réagir avec A aussi, et il va donner P2, et toujours le radical R1. Donc, je dirais ça, c'est un exemple. Oh là là, c'est déjà des minutes. OK. Donc, s'il vous plaît, vous avez ici l'exemple où un radical porteur de chaîne va donner deux radicaux porteurs de chaîne. Je vais changer de couleur. Voilà. Un radical R1, lorsqu'il réagit avec B, eh bien, il va donner deux radicaux R2 et R3. Et ces radicaux, bien sûr, ils vont réagir à leur tour avec le réactif A. Ça donne des produits P2 et CP1, mais en redonnant bien sûr R1, R1. Donc, on a en quelque sorte un cycle, mais un cycle qui ramifie. Donc, au niveau de la première étape, on a une ramification parce que vous avez la production de deux radicaux. Alors maintenant, si je reviens à la définition de la réaction en chaîne droite, ben, dans les réactions cycliques, cyclique, ça veut dire que vous avez cette partie concernant la propagation de la chaîne. Un centre actif ne donne naissance qu'à un seul nouveau centre actif. Je répète, les étapes concernant la propagation de la chaîne, eh bien, un centre actif, lorsqu'il réagit, ne donne naissance qu'à un seul nouveau centre actif. Par contre, dans le cas des réactions en chaîne ramifiée, dans au moins une réaction cyclique, il se produit deux ou plusieurs centres actifs, tout simplement. Donc, je me limite, si vous voulez, aux étapes constituant la propagation de la chaîne. Si jamais dans ces étapes il y a formation euh, euh, de deux radicaux ou bien de deux centres actifs ou plusieurs dans une seule étape, eh bien là, vous devez conclure qu'il s'agit d'une réaction en chaîne ramifiée. D'accord? Mais, je le répète, dans ce qui nous concerne, on va se limiter au cas des réactions en chaîne droite. Ça veut dire que à chaque fois, on a un centre actif qui va réagir, mais qui va régénérer seulement un autre centre actif.
C'est bien. Maintenant, on va… Alors, si vous voulez, vous avez le cas de transfert. Alors, le cas de transfert, donc, pour que la réaction soit en chaîne, souvenez-vous, il s'agit de la présence, et alors là, cette présence est obligatoire, d'une initiation de la propagation de la chaîne, de la terminaison. Ça, il doit y en avoir toujours. Mais à côté de ces étapes qui sont initiation, propagation et terminaison, on peut avoir d'autres étapes, telles que ici l'étape de transfert. Alors cette étape de transfert, ça consiste en quoi? Ben, tout simplement, c'est la réaction du radical. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons un radical R', et ce radical R'1 n'intervient pas dans la propagation de la chaîne, mais elle peut réagir avec d'autres. Il y a ici 3 points de suspension, ces 3 points-là, pour dire que soit elle réagit tout seul, soit elle réagit avec d'autres espèces du milieu réactionnel pour donner le radical R1. Alors, s'il donne radical R1, un produit C, peu importe, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, puisqu'il redonne le radical R1, et comme R1, c'est un radical ou bien c'est un centre actif je dirais, qui intervient dans la propagation de la chaîne, donc c'est un centre actif porteur de la chaîne, eh bien, ça veut dire que on a une sorte de transfert. R'1 n'intervient pas dans la propagation, mais il va donner R1 qui intervient dans la propagation. Et cette étape, donc à partir d'un radical ou bien d'un centre actif qui n'intervient pas dans la propagation, s'il donne dans une étape naissance un radical porteur de chaîne, eh bien on parle de transfert de chaîne tout simplement, ici. Donc cette étape, puisque R1' correspond plutôt donne R1 plus C, ben, puisqu'il donne R1 qui est porteur de chaîne, on va parler de transfert de chaîne. D'accord? Maintenant, on peut avoir ici aussi des étapes d'inhibition. Alors, les étapes d'inhibition, telles que ici par exemple, eh bien, vous avez cette étape, c'est là, c'est exactement enfin, vous avez cette étape en quelque sorte qui va faire réagir R2 par exemple pour donner R1 plus A. Alors, pourquoi cette étape est un inhibiteur? Eh bien, tout simplement parce qu'il consomme le produit P1 qui est ici. D'accord? Nous avons les produits de la réaction sont P1 et P2. Mais s'il diminue la quantité du produit P1, ça veut dire que la réaction n'est pas, plutôt cette étape, c'est une étape d'inhibition parce qu'il diminue la quantité de produit tout simplement. D'accord? Donc, finalement, réaction en chaîne, on a obligatoirement étape d'initiation, propagation, la terminaison. Donc, la terminaison, c'est une réaction qui se fait entre les centres actifs, donc qui diminue, je dirais, la concentration des centres actifs qui interviennent dans la propagation. Et puis, à côté de ces 3 types d'étapes qui sont obligatoires, on peut avoir une étape ou plusieurs étapes de transfert, ainsi qu'une étape ou plusieurs étapes d'inhibition.
Maintenant, on va voir, je dirais, un exemple concret. Il s'agit de, vous ne le voyez pas, je vais mettre ça ici, comme ça. Voilà. Ben, il s'agit du pyrolyse du propanal. Alors, propanal, c'est C2H5CHO. D'accord? Et cette réaction, lorsqu'on l'a étudiée cinétiquement, donc expérimentalement, si vous voulez, on trouve un ordre de 3,5 par rapport au réactif qui est l'éthanol, le propanal. D'accord? On a proposé le mécanisme suivant. Alors, le mécanisme, il s'agit bien de, je dirais, il s'agit bien donc de l'initiation. L'initiation, c'est quoi? Eh bien, c'est le propanal qui va être dissocié en deux parties, en deux radicaux. Ici, par exemple, voilà. Donc, cette liaison 6C va être rompue, donc cassée, si vous voulez. Et on aura C2H5 points. À deux points de l'ENA, c'est pour indiquer qu'il y a un électron libre, d'accord? Plutôt célibataire. Et CHO, eh bien, un autre électron sur le carbone aussi. Celui-là, il doit être sur le carbone aussi, hein, d'accord? Si on veut représenter convenablement ce radical C2H5, moi je dirais il s'agit d'un C, molécule H, une autre molécule hydrogène, et CH